Je ne suis pas une femme qui s'ennuie facilement. J'ai une vie remplie, un mari affectueux, souvent absent à cause de son travail, et une maison que j'entretiens avec soin. Ce matin-là, il était encore parti pour une mission à Dakar, un déplacement qui devait durer une semaine. J'avais prévu de profiter du calme pour ranger, lire un peu, peut-être m'offrir un masque au miel dans la salle de bain. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Et pourtant, tout a commencé par un simple goutte à goutte. Quand je suis entrée dans la cuisine ce mardi, j'ai senti l'humidité avant même de voir la flaque d'eau. Le tuyau sous l'évier avait cédé, une fissure petite, mais sournoise. Je me suis penchée pour tenter de bloquer la fuite, mais la pression m'a éclaboussée en plein visage. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une tâche pour moi. J'ai appelé le plombier recommandé par la voisine. Il s'appelait Idriss. Une voix grave au téléphone, calme, posée. Il m'a dit qu'il arriverait dans l'heure, et il est arrivé moins de 45 minutes plus tard. Grand, la trentaine, des bras solides et des mains visiblement habituées au travail manuel. Il portait une salopette bleu marine et un t-shirt blanc qui collait légèrement à sa peau, déjà humide à cause de la chaleur. Il a souri. « Bonjour, madame, montrez-moi ça. » Je lui ai indiqué la cuisine, et il s'est mis aussitôt au travail, sans bavardage inutile. J'étais debout, pas loin, à observer. Il sentait légèrement l'huile et le savon noir, une odeur simple, rassurante. Et, malgré moi, j'ai senti un léger trouble monter. Mais rien, juste une pensée fugace. « Vous avez eu de la chance de m'appeler à temps », a-t-il dit en essuyant ses mains sur un chiffon. « Si vous aviez attendu demain, c'était toute la tuyauterie qui sautait. » J'ai souri, soulagé. Je lui ai proposé un verre d'eau fraîche, qu'il a accepté. Et puis, juste au moment où il allait partir, une explosion s'est produite dans la salle de bain à l'étage. Un bruit de tuyaux qui éclate, un véritable geyser. « Je monte », a crié Idriss. Je l'ai suivi de près, le cœur battant. Ce que j'ai vu en haut m'a glacé, l'eau jaillissait du mur derrière la baignoire. En moins de 5 minutes, le sol était trempé. « Il va falloir couper toute l'arrivée générale », a-t-il dit, déjà à genoux, trempé, mais concentré. Et moi, dans ma robe légère d'intérieur, pieds nus, je regardais cet homme mouillé, déterminé, dans ma salle de bain. Tout a changé à ce moment-là, pas seulement à cause de la fuite. Mais ça, je vais te raconter dans la suite. Je ne saurais dire exactement ce qui a déclenché cette sensation. Ce n'était pas simplement le bruit de l'eau, ni la précipitation. Ce n'était pas non plus l'état dans lequel j'ai vu Idriss, trempé, concentré, les muscles tendus sous son t-shirt, les mains solides et précises. Non, c'était autre chose, quelque chose de plus subtil, plus souterrain, comme une tension qui avait toujours été là, mais qui n'avait jamais trouvé de prétexte pour remonter à la surface. Il a fermé la vanne générale, et très vite, le jet d'eau s'est calmé. La salle de bain, en revanche, était trempée jusqu'aux serviettes. L'eau formait une fine couche sur les carreaux. Je me suis mise à genoux à côté de lui, presque sans réfléchir, pour ramasser les objets tombés, brosse, flacons de savon, éponge. Il m'a regardé, pas longuement, pas avec insistance, juste ce genre de regard qu'on échange dans un moment de complicité inattendue. Un regard qui ne pose pas de questions, mais qui dit, tu vois, toi aussi, tu sens ça. Je me suis redressée. Ma robe était mouillée au bas, collant à mes cuisses. Je me suis tournée pour attraper une serviette, et j'ai senti son regard glisser, malgré lui. Cette fois, il s'est repris, a baissé les yeux, mais il était trop tard. Le courant avait déjà pris. Ça va être plus compliqué que prévu, a-t-il dit en se relevant. C'est une canalisation intérieure. Faut casser un bout du mur pour accéder au tuyau. Vous voulez que je m'en occupe tout de suite? J'ai hésité. Mon mari ne rentrait que dans 4 jours. Il ne tolérait pas de travaux dans la maison sans son accord préalable. Mais j'ai répondu, presque sans réfléchir, oui. Faites ce qu'il faut. Je vous fais confiance. Il m'a souri doucement. Puis il a sorti ses outils, marteau, burin. Les coups contre le carrelage ont résonné fort. Moi, je suis descendue à la cuisine pour préparer un thé. J'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour calmer la fébrilité dans mes mains. Mon cœur battait plus vite qu'il n'aurait dû pour une simple urgence domestique. 1 heure plus tard, il redescendait, couvert de poussière. Je vais devoir revenir demain avec une pièce adaptée. Je peux vous laisser l'eau fermée ce soir ou bien remettre la vanne et couper seulement la salle de bain, comme vous préférez.
Revenez demain, ai-je dit. Et vous pouvez utiliser la douche du bas si vous avez besoin de vous nettoyer. Il y a des serviettes propres. Il m'a regardé, encore une fois, et je crois que c'est à ce moment-là que la digue intérieure, en moi, a cédé un peu. Ce n'était pas de la provocation. Ce n'était pas prémédité. C'était un élan. Il a hésité une seconde, puis a dit « D'accord, merci ». Je l'ai guidé vers la petite salle d'eau du rez-de-chaussée. Il a fermé la porte. J'ai entendu l'eau couler, et moi, de l'autre côté, je me suis retrouvée plantée dans le couloir, à respirer doucement, les mains sur les hanches. J'avais chaud, et j'étais terriblement vivante. Quand il est ressorti, les cheveux encore humides, il portait un t-shirt sec qu'il avait sorti de son sac, mais pas de veste. Ses bras nus portaient encore des traces de ciment et de travail. Je l'ai invité à rester pour le dîner. C'était idiot, peut-être, mais il faisait déjà nuit, et je n'avais aucune envie qu'il parte. C'est rien de spécial, ai-je dit. Du riz, un peu de poisson grillé. J'en rêve déjà, a-t-il répondu en souriant. On a mangé dans la petite véranda, fenêtres ouvertes sur la nuit tiède. Le silence s'est installé par moments, mais un silence confortable, pas gêné, comme si nos deux solitudes s'étaient apprivoisées l'une l'autre. Vous êtes mariés depuis longtemps, m'a-t-il demandé soudain. Je l'ai regardé. J'aurais pu mentir, mais j'ai choisi d'être honnête. 8 ans? C'est un bon mari, travailleur, loyal. Il a levé les yeux, attentif. Mais il est souvent loin, beaucoup trop souvent. Je n'en ai pas dit plus. Il n'a pas demandé plus. Quand il s'est levé pour partir, quelque chose en moi criait « Retiens-le ». Mais je ne l'ai pas fait. Je lui ai juste dit « Revenez demain matin, je serai là ». Il a acquiescé, et il est parti point le lendemain, il est revenu vers 9 heures. On aurait dit qu'il n'était jamais vraiment parti. Il a repris les travaux là où il les avait laissés, avec une précision méticuleuse. Moi, j'étais là, dans le salon, feuilletant un magazine que je ne lisais pas. J'écoutais les bruits du marteau, les pas sur le carrelage, et surtout, je guettais ce moment où, à nouveau, il descendrait vers moi. Ce moment est arrivé vers midi. Il était en nage, son t-shirt collé à sa peau. Il s'est essuyé le front avec un mouchoir en tissu et m'a dit « J'ai presque terminé, encore 1 heure ». Je lui ai proposé à boire. Il a accepté. Cette fois, c'est moi qui l'ai rejoint dehors, sous le manguier du jardin, avec 2 verres de bissap glacé. Vous savez, j'ai rarement rencontré quelqu'un comme vous, a-t-il dit soudain. J'ai ri nerveusement. Comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un d'aussi calme et d'aussi électrique. Je l'ai regardé, et tout a changé dans ce regard-là. Il n'y avait plus de filtre, plus de retenue, seulement ce courant tendu entre nous. Et cette fois, quand nos mains se sont frôlées en tendant le verre, ni lui ni moi ne l'avons évité. Je n'ai pas retiré ma main. Il ne l'a pas fait non plus. C'était une seconde de « peut-être » où nos doigts se sont à peine accrochés. Mais c'était suffisant. On le savait tous les deux. Il n'y aurait plus de retour possible vers l'avant-veille, ni vers cette version tranquille de moi-même que j'avais toujours montrée à tout le monde. Il a retiré sa main le premier, doucement, presque à regret. Il a bu une gorgée de bissap, les yeux dans le lointain. Moi, j'ai essayé de penser à autre chose, à la vanne à resserrer, au mur à reboucher, à la météo. Mais mon corps, lui, ne pensait à rien de tout ça. Il avait déjà compris que ce moment suspendu allait déraper, et qu'une fois lancé, il serait impossible à arrêter. Je vais finir les finitions, m'a-t-il dit en se levant. 1 heure, pas plus. Je l'ai suivi du regard pendant qu'il remontait les marches. Il n'avait rien d'extraordinaire à cet instant précis. Et pourtant, je le regardais comme on regarde quelque chose qu'on s'est interdit, mais dont on ne peut plus se détacher. 1 heure plus tard, il redescendait. Cette fois, le ton avait changé. Son regard évitait le mien. Il savait aussi. Il savait que si nous restions seuls encore 5 minutes, la tension ne serait plus tenable. Voilà, c'est terminé. J'ai tout remis en ordre. J'ai même remis un joint neuf sur la chasse d'eau par précaution. Il parlait pour remplir le silence, mais ce n'était pas nécessaire. Vous voulez voir, a-t-il proposé. J'ai hoché la tête, et je l'ai suivi, une fois encore, à l'étage. C'est fou comme ce simple mouvement, monté derrière lui, m'a semblé lourd de sens. Il ne s'agissait pas de vérifier des travaux. Il s'agissait de repousser ou de franchir une ligne invisible. Dans la salle de bain,
Tout était propre, net, silencieux. Le carrelage, encore humide, brillait sous la lumière du plafond. Il m'a montré le mur rebouché, le nouveau tuyau installé, la robinetterie remise en place. J'écoutais à peine. Mes yeux s'étaient fixés sur sa nuque, dégagée, tendue. Je me suis approchée, assez pour sentir son odeur légère, un mélange de savon et de ciment frais. Il s'est retourné lentement, et nos regards se sont accrochés. « Je ne devrais pas rester », m'a-t-il murmuré. « Je ne devrais pas te retenir », ai-je répondu, la voix basse. Mais aucun de nous n'a bougé. Je me suis avancée d'un pas. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui ai franchi la dernière distance. J'ai posé mes lèvres sur les siennes. Ce n'était pas un baiser de cinéma. C'était hésitant, rapide, presque tremblant. Mais c'était un feu déclenché, sans retour. Il m'a embrassé à son tour, cette fois avec plus d'assurance, plus de chaleur. Ses mains ont glissé dans mon dos, se sont posées sur mes hanches. Ma robe n'était qu'un voile entre nous. Et très vite, ce voile est devenu inutile. Il ne m'a pas poussé contre un mur. Ce n'était pas animal. C'était doux, attentionné, presque lent, comme s'il voulait me laisser la possibilité de me retirer à tout moment. Mais je n'en avais aucune envie. Je n'avais pas été touchée comme ça depuis des mois. Pas avec cette intention, pas avec cette présence. On s'est aimé là, dans la salle de bain rénovée, sur ce carrelage encore froid. Ce n'était pas parfait, ni poétique, c'était réel, viscéral. Et quand ce fut terminé, il a posé sa tête contre ma poitrine, et j'ai senti son souffle apaisé. Le silence qui a suivi n'était pas gênant, mais il était lourd, plein de ce que nous n'osions pas dire. Je me suis levée la première. J'ai remis ma robe, me suis recoiffée devant le miroir. Lui s'est assis, le dos contre le mur, encore nu, les yeux baissés. « Je vais partir », a-t-il dit calmement. « Je crois que c'est mieux. » J'ai hoché la tête sans répondre. Il s'est rhabillé en silence, et cette fois, quand il a quitté la maison, il ne s'est pas retourné. La soirée a été étrange. Je n'étais ni honteuse, ni euphorique, juste en suspension, comme si mon corps et mon esprit n'avaient pas encore décidé s'ils regrettaient ou pas. J'ai mangé seule, devant une assiette à moitié vide. J'ai reçu un message de mon mari, une photo d'un plat sénégalais avec la légende « Tu me manques ». J'ai mis du temps à répondre, et j'ai simplement écrit « Toi aussi », sans point, sans émoji, sans cœur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi tout de suite. J'ai revu chaque geste, chaque souffle, chaque battement. J'ai ressenti à nouveau cette énergie bouillonnante, cette libération que je n'attendais plus. Ce n'était pas une question d'amour, ni même de désir. C'était une fissure dans ma vie bien lisse. Et comme toutes les fissures, elle était invisible au début. Mais elle allait, je le savais, devenir impossible à ignorer. Le lendemain matin, j'ai eu une étrange envie de l'appeler, juste pour lui dire merci, ou pour entendre sa voix. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée là, dans ma cuisine, à boire lentement un café devenu tiède et à écouter les bruits de la rue, comme pour me raccrocher à quelque chose de normal. Puis j'ai entendu toquer à la porte. Je suis restée figée une seconde, et quand j'ai ouvert, il était là, avec un sac dans une main, et dans l'autre, un tuyau de rechange. Il m'a souri. J'avais oublié de remplacer une petite pièce. « Vous permettez ?» Et moi, sans même sourire, j'ai juste ouvert la porte plus grand. Il est revenu, et moi, je l'ai laissé entrer. Je n'ai même pas posé de questions. Pas un « Pourquoi tu es là ?» Pas un « Tu crois que c'est une bonne idée ?» Je n'en avais ni la force, ni l'envie. Il était là, et je savais qu'il ne venait pas vraiment pour un tuyau de rechange. Je l'ai regardé poser son sac, sortir ses outils, pour de vrai cette fois. Il s'est dirigé vers l'évier de la cuisine, s'est agenouillé, et a commencé à démonter le siphon, en silence, comme si rien ne s'était passé hier, comme si mon odeur n'était pas encore sur sa peau, comme si nos corps ne s'étaient pas déjà mêlés à quelques mètres de là. Mais il y avait quelque chose de différent. Son calme, sa concentration avaient maintenant une autre densité. Une intimité silencieuse s'était installée entre nous, celle des choses partagées en secret, celle qui ne réclame ni explication, ni justification. Il a fini en 10 minutes à peine. C'était une petite pièce, vraiment, un simple joint en caoutchouc, mais il avait pris la peine de revenir pour ça, ou plutôt de s'en servir comme prétexte. « C'est réglé », m'a-t-il dit en se relevant. « Tu devrais être tranquille maintenant. » Il m'avait tutoyé, comme s'il avait glissé sans y penser, comme si cette barrière-là aussi venait de tomber.
Tu veux un verre d'eau, ai-je proposé. Il a hésité, puis il a hoché la tête. Je me suis tournée vers l'évier, j'ai pris un verre, je l'ai rempli, et je l'ai senti derrière moi, proche, trop proche pour que ce soit accidentel. J'ai tendu le verre sans me retourner. Sa main a frôlé la mienne, encore. Et cette fois, c'est lui qui m'a attirée vers lui. Il m'a prise par la taille, lentement, et j'ai basculé sans résister. Nos bouches se sont retrouvées, moins pressées que la veille, plus sûres. Il n'y avait plus l'urgence de l'interdit, mais l'appel de quelque chose de profond, d'incontrôlable. On s'est embrassé longtemps, là, dans la cuisine, puis dans le couloir. Et, sans mots, sans précipitation, on est monté dans ma chambre, celle que je partageais avec mon mari, celle où chaque meuble, chaque drap portait son empreinte. Et pourtant, je n'ai pas hésité. Quand il a glissé mes vêtements un à un, il le faisait avec une douceur presque solennelle, comme si mon corps était quelque chose à découvrir, pas juste à consommer. Moi, j'ai exploré le sien du bout des doigts, des lèvres, comme on explore un pays inconnu, avec crainte, avec fascination. Et cette fois, quand on s'est aimé, c'était plus profond, plus long, moins brutal. C'était une conversation de peau, une confession sans parole. Quand ce fut fini, il est resté allongé à côté de moi. Il ne s'est pas levé, ne s'est pas rhabillé tout de suite. Il m'a regardé, longtemps. Puis, d'une voix très basse, il m'a demandé « Pourquoi moi ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Je regardais le plafond, comme si la réponse y était écrite. Parce que tu m'as regardé comme si j'existais, ai-je fini par dire. Il n'a pas répondu, mais je sentais que ça l'avait touché. Je n'étais pas une femme solitaire, ni une épouse maltraitée. J'étais simplement une femme invisible dans sa propre maison, et lui, il m'avait vue. On est resté là, à moitié nus, à écouter les bruits du dehors, les enfants dans la rue, un klaxon lointain, une vieille voisine qui passait le balai devant sa porte. Et nous, enfermés dans cette bulle silencieuse, impensable, qui n'aurait jamais dû exister. Il s'est levé après un moment. Il a remis ses vêtements, a pris son sac. « Je vais partir », a-t-il dit. « Mais je peux repasser demain. J'ai encore à vérifier le chauffe-eau, si tu veux. » J'ai souri. Bien sûr, on ne sait jamais. Il pourrait fuir aussi. Les jours suivants sont devenus un rituel. Mon mari, toujours en déplacement, de Dakar à Cotonou, puis à Ouagadougou, et lui, mon plombier devenu mon amant de l'ombre, entrait dans ma maison comme on entre dans un secret, avec respect, avec prudence, mais avec une intensité qui n'a cessé de grandir. On ne parlait pas d'avenir, on ne parlait pas de sentiments, on ne parlait pas de mon mari, ni de sa vie à lui, dont je ne savais presque rien. Mais nos corps, eux, se racontaient tout. Je le guettais par la fenêtre. Je reconnaissais le bruit de sa moto avant même qu'il s'arrête. Je laissais la porte entr'ouverte, et à chaque fois, il entrait comme un souffle chaud, un vent interdit, mais nécessaire. On s'aimait partout, sur le canapé, dans la cuisine, contre la porte du salon. Et parfois, on ne faisait rien. On restait assis l'un contre l'autre, à boire du thé, à écouter la radio. Et ces moments-là étaient peut-être les plus dangereux, parce qu'ils ressemblaient à une vraie vie, à un vrai « nous ». Mais il y a toujours un moment où le fil se tend trop, où l'équilibre devient impossible à maintenir. Et ce moment est arrivé un après-midi. Je pliais le linge dans la chambre quand j'ai entendu la voix de ma voisine, Justine, m'appeler depuis la grille. « Eh, ma sœur, tu as une minute. » J'ai sursauté. Je ne l'avais pas vue venir, et surtout, je n'avais pas entendu la porte. Elle était peut-être là depuis un moment. Je suis sortie. Elle m'a regardé avec son air malicieux habituel, mais il y avait autre chose, cette fois, un éclat dans ses yeux. « Ton plombier, là, il est très appliqué. On doit être bien servi, ma sœur. » J'ai ri nerveusement, tentant de détourner la phrase. Tu sais, les bons artisans sont rares. Mais elle a levé un sourcil. Rare ? Oui, mais celui-là, il a des horaires bien flexibles avec toi. Il passe presque tous les jours maintenant. Tu as des canalisations en or, ou bien ? Et elle a éclaté de rire. Mais moi, je ne riais pas, parce que c'était la première fois que je réalisais que quelqu'un pourrait le remarquer. Quelqu'un l'avait peut-être déjà remarqué. Ce que Justine m'avait dit me suivait comme une ombre. Pas ces mots en eux-mêmes, non, ce n'était qu'une blague, sans doute, une de ces remarques piquantes qu'on lance entre voisines en rigolant un peu trop fort. Mais elle avait planté une graine, une idée, et elle avait germé dans mon ventre comme une peur. Les jours suivants, chaque regard dans la rue me semblait suspect.
Chaque sourire, chaque « bonjour » m'avait l'air de contenir un sous-entendu. Je devenais paranoïaque. Même la caissière du supermarché, quand elle m'a demandé si mon mari était encore en voyage, m'a paru trop curieuse. J'ai commencé à espacer ses visites. Je ne l'ai pas appelé pendant 3 jours. Pas un message, rien. Et lui n'a pas insisté. Il a respecté mon silence, comme s'il savait que je replongeais dans le réel, que je retournais, le temps d'un instant, à ma place légitime de femme mariée, de femme bien. Il n'a pas frappé à ma porte, pas attendu à l'angle de la rue. Mais moi, je comptais les heures, les minutes. J'avais mal à l'endroit de son absence. Le 4e jour, il a juste envoyé un message, « Je suis passé devant chez toi. » Je n'ai pas osé m'arrêter. « Tu vas bien ?» J'ai relu le message 5 fois avant d'y répondre, « Je ne sais pas. » Peut-être. Non, je ne sais pas, et j'ai ajouté, « Reviens demain, mais pars à la maison. Retrouve-moi au vieux marché, 14 heures. » Je ne pouvais pas le revoir chez moi. Pas tout de suite. Les murs y avaient trop vu, trop entendu, et les murs, parfois, parlent. Le lendemain, il m'attendait déjà quand je suis arrivée. Il était appuyé contre sa moto, lunettes de soleil sur le nez, une bouteille d'eau à la main. Quand il m'a vu, il a souri, ce petit sourire en coin que j'avais appris à lire. Ce n'était pas un sourire d'amant, c'était celui d'un homme qui sait qu'il n'a pas besoin de parler pour être entendu. On n'a pas dit grand-chose. On a marché parmi les étals du marché déserté. Les tissus flottaient doucement au vent. Les vendeuses dormaient sous des parasols à moitié effondrés. C'était l'heure où la chaleur ralentit le monde, et entre nous, tout était suspendu. On s'est assis sur un vieux banc en fer, un peu rouillé. Il a posé sa main sur la mienne, et j'ai senti cette vérité nue. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Je ne pouvais pas. J'ai eu peur. J'ai avoué, pas de toi, des autres, des yeux, des langues. Il a hoché doucement la tête. C'est normal. Moi aussi, j'ai peur. Je l'ai regardé. De quoi? Et de trop vouloir quelque chose qui n'est pas pour moi, de m'habituer à une place qui ne m'appartient pas. À toi. Ces mots ont eu l'effet d'une lame, douce, mais tranchante. Il avait mis le doigt sur ce que je n'osais pas formuler. Il prenait racine dans un monde qui n'avait pas été construit pour lui, pour nous. Mais c'était déjà trop tard. Nous étions déjà dedans, englués dans ce mensonge, dans cette passion interdite, dans cette illusion si douce qu'elle nous brûlait à peine. Je me suis tournée vers lui, et je lui ai demandé quelque chose que je n'aurais jamais pensé, si je partais, si je quittais tout ça, tu serais là. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a pris ma main dans la sienne, l'a serrée fort, puis il a murmuré, oui. Et dans ce simple mot, il y avait une promesse, une peur aussi, et peut-être un début de réalité.